Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Comment j'imagine le monde du travail dans 15 ans ? Alors, pour moi, de plus en plus, l'être humain va avoir envie de faire des expériences professionnelles multiples. Pas spécialement l'une après l'autre, mais en même temps. C'est le terme de slasher. J'imagine également de moins en moins de salariés, de plus en plus d'indépendants, d'entrepreneurs, des gens qui ont envie de nourrir leurs rêves. C'est un écosystème changeant pour l'entreprise et elle doit en tenir compte autant que ses salariés. Il y a aussi, j'imagine, des difficultés à recruter sur des postes peu attirants. Donc, on va remplacer des robots par des robots quand c'est possible. Par exemple, dans la restauration, il y a des clients qui sont servis par des robots. Et oui. Après, j'imagine le côté verre à moitié vide, un fossé grandissant entre les personnes qui ont des postes à forte valeur ajoutée, qui bossent beaucoup, et des personnes dont on n'a plus besoin et qui n'arrivent plus à prendre le train en marche. Et le côté verre à moitié plein, j'ose espérer des revalorisations de certains métiers essentiels comme la santé, l'éducation. À l'heure où les difficultés d'embauche sont de plus en plus marquées dans de nombreux secteurs et où les besoins des collaborateurs évoluent fortement, la marque employeur prend de plus en plus d'importance. Pascale Groll est journaliste-auteur spécialisée RH et recrutement, notamment pour Jobs Sphérique, un site d'information prospective sur les métiers et l'innovation RH. Elle accompagne les entreprises ayant des problématiques d'attractivité, de visibilité, de réputation, de fidélisation et d'engagement de leurs talents via sa structure RH Advisor, une agence de conseil en communication RH et marque employeur. Avec Pascale, nous abordons les dimensions de la marque employeur et son évolution ces dernières années en lien avec les transformations du monde du travail et des attentes des collaborateurs. Mais d'où viennent ces difficultés de recrutement ? Comment attirer les jeunes générations d'entreprises et les garder ? Et à quoi doivent faire attention les entreprises aujourd'hui pour attirer et fidéliser leurs employés ? Bienvenue Pascal. Alors tu as différentes casquettes qui se nourrissent les unes des autres. Peux-tu nous les présenter ? Oui, bonjour Laure. Alors, je dirais que j'ai 4 casquettes principales. La première, c'est celle de journaliste, auteur, ressources humaines et recrutement. Alors ça, c'est mon dada, c'est historique. J'ai commencé par être journaliste. Donc maintenant, je vais traiter des sujets sur l'innovation, sur les RH et le recrutement, les dernières tendances. Je vais interviewer des prestataires et des DRH. En fait, ça alimente l'activité conseil, qui est mon activité principale, et c'est la deuxième casquette, celle de consultante marque employeur. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette casquette ? Concrètement, je vais aider les entreprises. Elles ont des problématiques pour attirer des talents, les fidéliser, les engager. Et maintenant, le contexte actuel, il est difficile, vous le savez. Donc, du coup, il y a beaucoup de travail, en fait, en termes de marque employeur. Alors, j'ai également une troisième casquette qui est celle de formatrice en entreprise, toujours sur la marque employeur. Et aussi, c'est intéressant, c'est auprès des étudiants. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir le regard sur la jeunesse, cette génération Z où on dit qu'elle est désengagée, comment on fait pour les attirer, etc. Donc, eux, ils se nourrissent finalement de mon activité conseil, marque employeur, avec des études de cas d'entreprise. Et moi, j'ai leur regard sur l'entreprise, sur le monde du travail. On va se nourrir mutuellement. J'ai également une quatrième casquette qui est complémentaire aux autres, c'est celle de coach professionnel certifié EMCC. Donc, je vais faire des accompagnements individuels, collectifs de la fonction RH. Alors, cette casquette, en fait, ça m'aide à avoir des méthodes, des outils pour faire des ateliers collectifs de collaborateurs, de managers. Alors, avec ces différentes casquettes, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'on ne se définit pas par un seul métier.
au cours d'une vie. On ne va pas avoir plusieurs métiers, un à la suite de l'autre, mais en fait, on va avoir différentes activités au cours d'une vie en même temps. C'est le terme slasheuse que j'aime bien. Donc on définit pas l'humain par un seul aspect, par exemple un sport ou une passion, mais on est multiple dans la vie et c'est tant mieux. C'est ce qui fait la richesse humaine. Totalement. Et d'ailleurs, tes casquettes se répondent les unes des autres, hein. Elles sont très complémentaires. Elles se nourrissent. Mais carrément, c'est ce qui alimente en fait. Par exemple les entreprises, elles adorent avoir le regard des étudiants sur ce qu'elles font de bien, de pas bien. Est-ce que ça leur parle? En fait, c'est un mariage entre des entreprises et puis des collaborateurs, des managers. Donc toutes ces casquettes permettent d'être dans un écosystème qui s'alimente. Totalement. D'ailleurs, on va parler des jeunes générations un peu plus loin, hein, dans l'interview. Mais d'abord, donc, tu nous l'as dit, ton cœur de métier, c'est la marque employeur. Est-ce que tu peux nous la définir un peu plus, nous indiquer ce qu'elle intègre et en quoi elle est si importante aujourd'hui? Alors, la marque employeur, bon, c'est vraiment mon dada. Il y a plein de définitions. Il y en a une que je retiens, hein, qui est la plus commune. C'est la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de ses employés et des candidats potentiels. En fait, les objectifs de la marque employeur, c'est attirer les talents, les intégrer, les fidéliser. Et moi, je vais reprendre une définition de Agnès Duroni, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. Pour elle, il y a 4 dimensions. Et en fait, les 4 sont importantes. On peut pas faire l'une sans l'autre. Donc, les 4 dimensions, c'est quoi? C'est l'attractivité, donc l'attractivité des talents, vous voyez de quoi je parle. L'engagement des collaborateurs, la réputation, c'est le côté bouche à oreille, sur les avis aussi, sur des sites, internet tels que Glassdoor et la différenciation. La différenciation, c'est qu'est-ce qui fait que je vais vers une entreprise A plutôt que vers une entreprise B? Alors on pourrait dire ça peut être des politiques de rémunération, de formation. Ça va être tout ce qui est aussi la RSE, la raison d'être, les valeurs de l'entreprise, sa culture d'entreprise, sa mission, et cetera. Ce que je vois sur la marque employeur, c'est que, depuis quelques années, ça a considérablement évolué. Il y a plus de 10 ans, quand on parlait de marque employeur, c'était un petit peu de la communication RH. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait comme beau film, attractif pour attirer les talents? Donc c'était, à mon sens, très marketé, racoleur. Après, ça on se situe, oui, en 2010. En 2015, il y a eu l'arrivée de Glassdoor aussi, sur le marché français. Donc on a été un petit peu plus sur la réputation. Donc il y a aussi eu avant tous les labels, les classements et cetera, comment on parle de l'entreprise. Et maintenant, ce que je vois, c'est qu'on va aussi et beaucoup sur, l'aspect engagement des collaborateurs. Donc ça va être tous les aspects communication interne, comment on crée du lien en interne. Et donc ça, c'est des sujets, hyper importants en ce moment sur, la politique employé ambassadeur. Et aujourd'hui, maintenant, on recherche de plus en plus de sens, hein, Laure, c'est le cas dans plein de domaines et puis dans le milieu professionnel aussi. C'est ce côté différenciation. C'est comment on crée du sens, quelle est la raison d'être de l'entreprise, comment le collaborateur peut retrouver. Si je continue sur, la marque employeur, maintenant le marché est pénurique, donc c'est un enjeu, particulièrement crucial. On peut plus faire uniquement du marketing et de l'attractivité. Il faut, donner du sens et être authentique. C'est vraiment, assurer la cohésion entre la promesse RH d'une entreprise et sa réalité. On la leur fait pas en fait, on la leur fait plus. Je dirais que les entreprises, elles ont des talents face à elles et ces talents, ils ont le choix. Donc on est sur un marché pénurique. Les meilleurs, on va les attirer avec des bonnes rémunérations, des bonnes missions et cetera, un environnement de travail super épanouissant. Alors après, tout le monde n'a pas la chance d'être, Google. Voilà, tout le monde peut travailler sa marque employeur. Des grands groupes la travaillent depuis quelques années, mais maintenant, moi je suis sur le giron en particulier des PME parce que, c'est pas les gros budgets qui intéressent, c'est de montrer qui on est et d'attirer des talents qui nous ressemblent pour construire une image, travailler la visibilité de l'entreprise. Voilà, donc c'est, la marque employeur pour résumer, c'est on montre ce qu'on fait véritablement à l'intérieur, quels sont les leviers d'attractivité et on attire, par un message qui est cohérent, qui est porté par tous, toujours pour, recruter et fidéliser. Et cette évolution de la marque employeur, elle est aussi liée à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je sais qu'il y a des choses qui t'ont marqué ces sujets-là
dans le monde du travail, dans cette évolution du monde du travail et qui donc ont fait bouger, comme tu l'as dit, évoluer cette marque employeur. L'évolution du monde du travail, mais c'est une révolution. C'est, vraiment les choses, elles vont de plus en plus vite. Avant, on avait, tous les 10 ans des crises. Maintenant, on a l'impression que ça s'enchaîne et que c'est le lot commun. Bon, on est dans un monde changeant, en fait, qui est en perpétuellement changement, transformation. On pourrait même dire, on dit, j'entendais en 2023, en fait, on est dans l'ère du Verseau qui toujours, à remettre les choses en cause. Donc le résultat sur le travail, sur, les travailleurs, c'est on va toujours plus vite. On a toujours de plus en plus de pression. Donc on a toutes les problématiques, qui viennent sur le devant de l'actualité des entreprises. C'est les problématiques de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. On parle beaucoup de burn-out, de bore-out, de, tout ce que vous voulez là-dessus. Il y a la santé mentale qui est, sur le devant de la scène et qui est devenue une obligation, par la loi. Donc il y a cet aspect-là. Il y a ce que je perçois moi comme évolution depuis quelques années, c'est toujours plus de technologie. Donc on le voit, hein, avec nos téléphones et cetera. Mais, si je fais un focus sur le recrutement et les ressources humaines, on est dans le recrutement prédictif, le machine learning, on chatbot sur les sites carrières. Maintenant les CV, ils sont lus, par des robots. Il y a même des entretiens qui sont réalisés par des robots. Et c'est ça fait beaucoup. Alors, finalement, l'évolution que je perçois, c'est le côté, on a un besoin de recentrage sur l'humain, de s'aligner avec ses valeurs. Donc, vous allez me dire, le covid, est passé par là effectivement, mais ça a pas été la révélation pour moi, un point de détail, ça se faisait déjà, on était déjà en avancée là-dessus. Donc les humains, ils ont envie d'avoir un travail qui va alimenter leur raison d'être. Ils travaillent de plus en plus dessus. On parle des ikigai, entre autres, pour travailler. Pourquoi on se lève le matin? Voilà. Donc ils veulent un boulot qui fait sens. D'où, les entreprises à mission, à impact, qui vont travailler leur raison d'être et leurs valeurs. C'est complètement différent des années 80-90 où, on parlait de titres honorifiques. Le fait d'être dans une grande enseigne, c'était sécurisant, on allait y rester longtemps, évoluer dedans. Maintenant ça fait plus forcément rêver. Alors, j'ai bien conscience que là, je donne un petit peu des caricatures, des lieux communs, mais c'est vraiment une tendance, pour, les différents talents. Donc on se définit plus uniquement par l'entreprise, mais par sa mission. C'est-à-dire que les différentes expériences qu'on aura au cours de sa vie avec différentes entreprises vont nous alimenter, nous faire grandir. Moi, je m'insurge contre le fait qu'on dise, c'est une génération du zapping. Zapping, c'est passer d'une chose à une autre comme s'il y avait pas de lien entre les choses. Mais c'est pas ça, en fait. C'est une suite logique. C'est un chemin de vie qu'on fait et on se recentre sur l'essentiel. Donc il y a cet aspect-là où on veut s'aligner, mais il y a aussi, et il faut pas l'oublier, d'autres qui n'ont pas les moyens aussi de faire ça, qui vont être, ou bien qui ont fait le choix ou qui perçoivent le travail dans sa définition initiale qui est une souffrance, le travail vécu comme une obligation et qui est complètement décorrélé de la raison d'être. Donc ça va être des boulots qu'on n'a pas choisis à un moment de sa vie, et puis de se dire qu'on s'épanouit plus en dehors du travail. Il y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, hein, à mon sens, mais voilà, c'est la façon de voir des différentes personnes et la chose que je perçois moi dans l'évolution, c'est que finalement, il va y avoir des gens pour qui le travail, ça va alimenter leur raison d'être et qui vont s'épanouir là-dedans et d'autres qui vont s'épanouir en dehors du travail, par choix ou par raison. Et le risque, c'est qu'il y a un écart là-dessus et comme on parlait des aspects technologiques aussi, il y a des personnes qui pourront plus suivre, qui ne sauront pas ou qui ne pourront pas ou faire évoluer leur métier ou leur métier n'existera plus, ils n'auront pas pu s'adapter. Et ça, sans être dans des romans d'anticipation ou d'autres choses, c'est de se dire: «Comment on va faire pour pas créer finalement», là je suis négative, mais une guerre civile ou pour pas en laisser sur le carreau? Comment faire pour qu'il y ait pas cette trop forte dichotomie de personnes qui travaillent trop et d'autres pas assez? Et d'ailleurs, il y a une difficulté, malgré ça, on va dire, ou à cause de ça, de recrutement à l'heure actuelle dans les entreprises et pas que dans les entreprises d'ailleurs, dans plein de secteurs. D'où vient cette difficulté?
Alors, bon, il y en a qui disent: «C'est la photo Covid» et puis, on s'est recentré sur l'essentiel et c'est bon. Il y en a qui disent, bon, c'est le phénomène de grande démission outre-Atlantique qui s'exporte très bien en France. En même temps, je serais assez positive en disant que, bon, c'est une difficulté de recruter, mais c'est aussi dû au fait que, les personnes, elles veulent changer, elles veulent que ça corresponde enfin, elles veulent changer de métier pour que ça corresponde à leurs envies, et puis à leur raison d'être, comme je disais auparavant. Donc du coup, c'est un jeu de chaises musicales qui peut faire le jeu des recruteurs aussi et de se dire: «On a vraiment des candidats motivés». Parce que, ce turnover, ça ramène du sang neuf, voilà, ça c'est le côté positif. Après, moi je suis en contact avec des entreprises qui ont jamais eu autant de difficultés à recruter. Elles disent que les générations sont désenchantées, désabusées, qu'on n'arrive pas à les motiver. Heu, D'où ça vient, en fait? Tu posais la question, Laure, j'ai un peu digressé, mais c'est le côté, à mon sens, c'est l'usure. C'est le fait que pendant certaines années, les salariés, ils ont ils n'ont perçu aucune perspective d'évolution dans la structure, ils ont stagné. Donc ça peut être, une réponse, en fait, une des raisons, pourquoi ils sont démotivés ou usés. Il y a le côté, rémunération. On le voit, avec les grèves en particulier, sur les transports ou, sur l'énergie, où les salaires ne sont pas assez élevés par rapport à l'inflation. Il y a le côté absence de sens aussi, heu, donc on parle de bullshit job, les jobs où on se dit: «Mais, à quoi ça sert? On vend du vent». On pourrait se poser la question sur, le métier de consultant que je fais par exemple, hein. Ou bien il y a des techniques commerciales un petit peu douteuses et à côté de ça, il y a des métiers, on l'a vu pendant le covid, où on en avait crucialement besoin, les métiers essentiels qui sont pas assez, valorisés. Donc aussi l'usure, c'est l'absence de valorisation. Heu, des gens qui ont fait des années dans une entreprise et qui sont à peine remerciés, ou bien des personnes, qui n'ont pas de récompense au quotidien, sur des choses toutes simples, le fait de faire la fermeture d'un magasin, s'ils sont pas remerciés alors que c'est pas vraiment leur boulot, et ben, on les y reprendra plus. C'est des petites choses comme ça qui font que, ça démotive et ils ne veulent plus s'engager. Il y a également une difficulté encore plus grande, à attirer les nouvelles générations. Alors tu en as un peu parlé tout à l'heure. Comment peuvent faire les entreprises pour justement, être plus attirantes pour ces nouvelles générations? Elles donnent envie. Et ben, c'est de répondre à leurs besoins, aux jeunes. Alors, tu vas me dire: «Mais c'est quoi leurs besoins?» C'est alors moi je les interroge, hein, les jeunes, quand, je fais prof auprès d'eux et puis, je dis: «Mais, la problématique des entreprises, que je vois, c'est de dire: "Comment on vous attire vous les jeunes?"» Et puis ils me disent: «Mais madame, on n'a pas envie de risquer un burn-out comme vous à 50 ans, ou on n'a pas envie de se fatiguer à réaliser les rêves des autres». En fait, je fais jury, hein, pour des étudiants et quand je leur demande ce qu'ils veulent faire, hein, à court terme, ils disent: «Bon, dans les 5 ans là, je veux bien entre guillemets être salarié, mais bon, moi, ce que je veux, c'est devenir patron, et cetera». Après, il y a peut-être un delta entre ce qu'ils veulent et puis ce qu'ils peuvent, hein. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. En fait, d'un côté, j'ai les entreprises qui me disent: «Ouais, la jeune génération, elle est désengagée» et de l'autre, je les vois qui peuvent être très motivés, mais pour des choses qui les intéressent et ça, c'est aux entreprises d'être en raccord avec ça. Alors, la nouvelle génération, moi, je pense pas qu'elle soit désengagée. Vous avez vu, hein, Greta Thunberg, si on disait que cette génération Z est désengagée, non. Par contre, il faut que ce soit des choses qui les intéressent et puis, j'ai le sentiment et les DRH aussi que, leur niveau de résilience est assez bas. C'est-à-dire que dès que ça va pas, elles baissent les bras. Ça veut dire aussi pour les entreprises que, même si elles trouvent la formule magique pour les attirer, puisque tu posais la question: «Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour changer ça?» et ben, rien n'est acquis. Il faut sans arrêt, retrouver des choses pour, les faire avancer. C'est la difficulté de l'engagement, voilà. C'est la difficulté à matcher entre les envies des entreprises et puis celles des jeunes et les critères d'engagement ont beaucoup changé. Avec, justement une facilité, plus grande que les anciennes générations à, changer, à bouger. Il y a moins de peur. Oui, oui, parce que bon, alors, tu vois, quand je reprenais le terme de zapping, génération du zapping,
Mais c'est pas ça. Elle va changer, ils sont fidèles à eux-mêmes, à leur individu et ils savent que, dans la vie, ils vont évoluer. Alors je fais souvent le parallèle aussi avec, les relations amoureuses, où on se dit que maintenant, le mariage à vie, c'est terminé. Effectivement, c'est des choses d'un autre temps ou bien ça correspond aussi à certaines personnes et voilà, il y a pas de choses très, voilà, j'ai conscience que je rentre toujours dans la caricature sur ça. Mais en tout cas, les critères d'engagement, c'est de se dire, les jeunes, c'est pas uniquement de leur offrir du télétravail et puis, des grandes politiques de rémunération ou d'aller sur la semaine des 4 jours. Parce que ça aussi, la semaine des 4 jours, c'est bien, mais, bon, dans quelques mois, est-ce qu'on va pas reparler encore plus de burn-out? Voilà, il y a plusieurs, difficultés. Donc à mon sens, faut pas chercher à attirer tout le monde à tout prix, mais trouver les candidats qui ressemblent en fait pour l'entreprise. Donc ça veut dire travailler ses valeurs, oser sa différence. Il y a des entreprises qui ont choisi de se dire: «Eh ben nous, c'est retour, il y a plus de télétravail, no way, tout le monde retourne, au boulot. J'ai bien conscience que c'est un levier d'attractivité, mais nous, notre culture, c'est ça et ça paiera à long terme. On n'a pas à être dans cette mode-là». Bon, c'est de moins en moins en fait la tendance, mais voilà et en fait, quand on est bien aligné sur ses valeurs, on attire ceux pour qui ça fait écho. Donc c'est vraiment le côté loi de l'attractivité, naturelle. Il y a une grande importance effectivement de la culture d'entreprise chez les nouvelles générations. Il y a un vrai sujet qui est encore plus important que ça ne pouvait l'être avant et on ne peut pas passer à côté. Le côté culture d'entreprise, il y a quelque temps, on disait: «Bon, bah, on met un baby-foot pour les attirer, puis c'est l'ambiance». C'est pas ça, les baby-foot et les after-work, bon, c'est bon pour, les startups, si, c'est bon pour d'autres, mais il y a des choses, un petit peu plus, subtiles à trouver, qui peuvent être intéressantes et voilà, moi, il y a une entreprise, par exemple, c'est de se dire, sur le temps de midi, de faire se rencontrer, de casser les silos, comme on dit et plutôt que ce soit, que les personnes mangent entre services à la cantine et ben, c'est de leur proposer, comme les job dating, de faire se rencontrer d'autres personnes et donc de tirer au sort, de mettre des petits groupes de 8 où, ils peuvent, aller à la rencontre d'autres personnes sur le temps de midi. Il y a aussi quelque chose au niveau du parcours d'intégration. Est-ce qu'il doit être revu dans beaucoup d'entreprises? Alors, il y en a qui ont des parcours d'intégration très chiadés, que Ouais. où il y a rien à revoir. Heu, mais bon, il y a toujours des petites choses à revoir parce que bon, moi je suis consultante et puis je trouve toujours des choses à revoir. Mais, ce qui est marrant, c'est que quand les entreprises viennent me voir pour du conseil marque employeur, leur idée, c'est de se dire: «On va faire des petits quick wins, on va voir des idées sur le sourcing candidat pour avoir plus de candidatures et puis qui soient plus pertinentes». Ou bien ça va être pour améliorer le turnover, en fait, l'engagement, la fidélisation et en fait, à chaque fois, on revisite pardon, le parcours d'intégration. Donc et à mon sens, c'est une des premières choses à faire, c'est qu'il ne faut pas rater le coche de l'entrée, en fait, parce que j'ose espérer qu'il y a cet effet waouh, c'est l'effet où ils sont motivés quand ils arrivent et ce serait dommage de perdre cette énergie de départ ou que le soufflet retombe, au bout d'un mois, voire 3 mois ou 6 mois. Donc sur le parcours d'intégration, à mon sens, souvent ce que je vois, c'est qu'il faut davantage formaliser les process, donner du cadre et ça, dans des PME, c'est ce que je peux rencontrer, souvent. Et après, c'est de suivre ce cadre, parce qu'il y en a qui ont des bons parcours d'intégration, mais les relais comme les managers, les parrains, tuteurs, les binômes, ils le suivent pas vraiment et donc il y a des petits ratés. C'est ça où il faut bien suivre. Et après, le côté, parcours d'intégration, on en revient toujours aux valeurs de l'entreprise, c'est comment on met des valeurs dans ce parcours d'intégration dès le début. On veut que ce soit participatif avec les collaborateurs, que ce soit ludique aussi. Moi, j'adore les jeux. Donc, bah, on reste des grands enfants et ça peut être, sympa de mettre ça dès le parcours d'intégration. Et il y a également, au-delà du parcours d'intégration, une difficulté à garder justement les nouveaux entrants. Il y a beaucoup de démissions, précoces à l'heure actuelle, en particulier au niveau des cadres. Comment justement les entreprises alors
On a parlé, hein, culture d'entreprise, valeurs sûrement, mais est-ce que tu as autre chose à rajouter là-dessus? Comment les entreprises peuvent-elles fidéliser leurs collaborateurs justement aujourd'hui? C'est dur. Qu'elles doivent changer? Qu'est-ce qu'elles doivent changer? Oh, alors déjà pour dire les démissions précoces, c'est pas que les cadres, hein, c'est un petit peu tous. Il y a aussi ce que je rencontre, les entreprises s'arrachent les cheveux, c'est-à-dire que, il y a des personnes qui viennent lors de, dès l'intégration et qui ne se présentent pas un jour donné, ou voire qui ont signé le contrat, qui ne se présentent pas le premier jour, qui reviennent pas le deuxième jour, mais qui reviennent une semaine après. Ah oui, oui, ça existe. Je trouve ça ahurissant, mais voilà, ça existe. Et donc, ta question, c'est, comment elles peuvent les fidéliser? Heu, c'est à mon sens du bon sens. C'est que, il faut tenir ses promesses de départ. Et puis faire en sorte que, comme on disait, la génération de zapping et cetera qui veut se nourrir, il faut évoluer ensemble, autant que faire se peut. Donc c'est une relation, c'est comme les relations amoureuses, ça se construit, ça se nourrit et c'est ça le bon sens. C'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, donc des notions de transparence, d'authenticité. Heu, on fait dans le collaboratif, on co-construit, on nourrit la relation. Alors ça va être souvent ce que je vois, c'est des projets transverses en fait, où le besoin de se renouveler, de donner du rythme, un nouveau souffle. Ça veut dire revoir, tout ce qui est l'aspect pour les faire grandir et grandir ensemble. C'est tous les aspects GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation. Mettre du lien dans la relation et moi en particulier parce que j'ai, ce côté background de communication, c'est, l'importance de la communication interne. Il y a la machine à café, OK, il y a les réunions, le brief, opérationnel du matin avant d'ouvrir un magasin, par exemple. Il y a le réseau social interne. C'est comment on fait l'info descendante, ascendante, transverse, quel est le rôle du manager, comment on revoit l'environnement de travail pour, créer ce lien dans la relation, créer de la bonne ambiance. Voilà et pas qu'avec, le baby-foot. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller sur ces sujets, justement afin de faire évoluer, notre vision du monde du travail, nos manières de travailler et puis faire évoluer peut-être les entreprises aussi, la manière dont elles conçoivent cela? Alors, Laure, tu m'avais posé la question, effectivement, il y a un livre. Alors moi, j'en lis plusieurs et en fait, je me suis dit, j'arrive pas à en faire ressortir un du lot et puis de me dire, bon, ce sera obsolète peut-être dans 6 mois, donc je suis allée plus sur, l'idée du film, Oui. que vous devez connaître, c'est Le Nouveau Stagiaire. C'est de Nancy Meyers, c'est avec Robert De Niro, Anna Thaoué et c'est plus grand public et c'est vraiment l'idée, l'entreprise a toujours besoin de seniors et donc on parlait de la jeune génération tout à l'heure, tu me posais la question, c'est comment on les attire? On peut aussi se dire qu'avec, la retraite qui est sans cesse repoussée, les seniors aussi, on peut se tourner vers eux. C'est des talents comme les autres aussi qui peuvent être motivés, et donc en tenir compte. Donc moi, ce livre, j'ai bien aimé enfin ce film, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment ce conflit intergénérationnel. C'est, un septuagénaire qui a pas de travail, une, jeune entrepreneur, une working girl qui a du mal à concilier sa vie personnelle et professionnelle. Donc il y a des clichés, mais par contre, c'est de se dire: «On peut apprendre des seniors, on peut revoir les méthodes d'hier et d'aujourd'hui, le côté management à la cool, la place de la femme en entreprise». En fait, c'est tous les stéréotypes, les nouvelles technologies et puis, c'est une réflexion sur le fait, comment on peut être créatif dans notre management et puis la place qu'on donne aux seniors. Donc c'était une piste intéressante qu'on oublie un peu de poser parce qu'on pense qu'aux jeunes. Oui, totalement. C'est important de penser à toutes les générations dans l'entreprise de toute façon. Je pense que c'est un bel équilibre. C'est ça. On veut aller chercher les talents partout. Alors, quels talents? On pense peut-être pas à tous. Et alors, où peut-on te retrouver? Alors, moi, très simplement, j'ai un site, RH Advisor. C'est, en gros, c'est comme TripAdvisor, mais c'est moins connu. C'est sur la niche RH. Voilà, et sur LinkedIn. OK, de toute façon, j'ajouterai les liens, dans le détail du podcast.
Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure sur tout ce qu'on a dit ou des derniers mots? Alors, c'est frustrant parce qu'il y a plein de choses à dire. Moi, je me suis dit, je vais reprendre des réflexions que j'avais vues en assistant au RRHD de Jobspheric en septembre 2022, donc c'est assez récent. Donc, il y avait plusieurs DRH et experts qui s'exprimaient sur la marque employeur notamment et sur d'autres sujets. Et j'aimais bien en fait les réflexions qu'il y avait, en particulier sur le fait de développer la qualité au travail, de faire montrer, que le travail, oui, c'est pas que de la souffrance, et puis, c'est de montrer la chaîne de valeur. Alors je m'explique, c'est que chacun, pour être engagé, eh ben, il veut se sentir véritablement indispensable à chaque niveau de la chaîne. Chaque maillon est important. Donc ça signifie travailler à diminuer le sentiment de l'employé d'être remplaçable à tout moment. On le voit aussi avec Elon Musk là et Twitter aussi où les gens sont virés du jour au lendemain. Comment vous voulez engager ceux qui restent aussi? Ou bien les engager par la peur? En fait, c'est des pratiques d'un autre temps. Voilà, on va apporter davantage d'attention à donner un cadre professionnel et une autonomie. Donc ça, c'est une première piste aussi. On demande aussi aux collaborateurs, aux talents d'être, engagés. C'est aussi aux employeurs d'être investisseurs et non pas consommateurs. Ils investissent dans les talents, ils vont les faire grandir. Voilà, c'est pas parce que, les autres sont consommateurs que ces employeurs doivent l'être. Bon, c'est une piste. Après, c'est de se dire: on travaille la culture d'entreprise, les valeurs, alors c'est bien beau de les mettre en poster, mais ce qu'il faut, c'est avoir des performances qui soient observables sur le terrain. Et puis, le côté, comme je disais au début, la jeune génération qui a un niveau de résilience assez bas, qui peine à rebondir, et ben, développer leur capacité à innover, à prendre du risque, à avoir des prises d'initiative, faire en sorte de les rendre plus autonomes, à les faire grandir, hein, c'est, ce que je disais avant, et de garantir la promesse faite aux collaborateurs. Voilà, et finalement, l'adage, «Les promesses n'engagent que ceux qui y croient», ben, c'est de faire en sorte de faire mentir cet adage. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.